Salut à tous, c'est Lunaris. Aujourd'hui le test de la Husqvarna 401 Vitpilon de 2019. Allez, c'est parti. Alors si vous suivez ma chaîne, vous devez déjà savoir qu'aujourd'hui c'est un peu spécial vu que ce n'est pas une machine qui m'a été prêtée par un de mes abonnés comme habituellement, mais il s'agit de ma machine. C'est une moto que j'ai depuis maintenant quelques mois et comme pour les autres tests, je fais exactement le même parcours, donc il n'y aura pas de différence bien que ce soit ma machine. Alors sur ma chaîne, vous avez peut-être déjà vu le test de la sœur de cette moto, la Svartpilon 401. Donc la Svartpilon, c'était un modèle un peu scrambler, et aujourd'hui donc c'est la Vitpilon, sa sœur, plutôt avec un look café racer. Au niveau motorisation, bien sûr, c'est exactement la même chose que sur sa sœur, la Svartpilon. On retrouve le moteur de 373 cm3 qui vient du catalogue de chez KTM et qui est aussi sur la KTM Duke 390. Donc il s'agit d'un monocylindre à refroidissement liquide. Et celui-ci, sur cette Vitpilon, est donné pour 44 chevaux. Alors on pourrait se demander, mais pourquoi est-ce qu'ils ont fait un moteur de 44 et pas de 47,5 vu que la limite pour le A2 est à 47,5? Eh bien tout simplement, en fait, ils ont réduit très légèrement la puissance de ce moteur parce qu'en fait la moto est trop légère. Sur la fiche technique, elle est donnée pour 148 kg à sec, ce qui fait tout plein fait un peu moins de 160. Et aujourd'hui, vu que j'ai fait quelques modifications, elle devrait plutôt être à 155 kg tout plein fait. Et malheureusement, pour le permis A2, il n'y a pas uniquement une limite de puissance, vous avez également un rapport puissance-poids limité. Donc si jamais la machine est trop légère, elle n'est plus compatible avec le permis A2. Moi personnellement je m'en fiche vu que je ne suis pas soumis à cette restriction, mais c'est la raison pour laquelle cette moto ne développe pas plus de puissance. Bon, contrairement à sa sœur, la Svartpilon, qui avait vraiment une position très droite, assez peu basculée vers l'avant, là c'est tout l'inverse. On est sur une machine avec un guidon bracelet qui est directement intégré au T de fourche. Le guidon lui-même est assez large, ce qui fait qu'on a un assez bon bras de levier. Par contre, on est extrêmement basculé sur l'avant. Quand on regarde la moto sur le côté, on peut voir que le guidon est quasiment à la même hauteur que la selle. Et le design de cette moto est fait de telle façon que il n'y a pas réellement de point d'appui possible autre que les poignets. Sur une sportive, on est autant penché, mais on peut s'appuyer un peu sur le réservoir. Là, le réservoir, il est extrêmement plat, ce qui fait une moto avec une ligne de style très très basse, mais on n'a rien pour se tenir. Au point de vue ergonomie, c'est n'importe quoi. On sent bien que c'est un prototype, une machine qui a été conçue pour être, comment dire, jolie, mais absolument pas pratique. Bon, je sais bien que sur l'aspect joli, il y en a autant parmi vous qui la trouvent sublime comme moi, que d'autres qui la trouvent absolument ignoble. Il y en a même qui me disaient que c'est la pire moto qu'ils aient jamais vue. Donc c'est un design extrêmement clivant, on aime ou on déteste, mais il n'y a pas de demi-mesure. Donc ce design est vraiment extrême, ce qui fait que on n'est pas du tout à l'aise en fait sur cette moto. On est très basculé vers l'avant, je vous l'ai dit, on a la selle qui est extrêmement haute. Moi du haut de mon 1m70, je touche à peine le sol. Franchement, pour être bien sur cette moto, il faut faire au moins 1m80. Et quand on est en train de rouler, on a les repose-pieds qui sont un peu vers l'arrière, un peu comme sur une sportive. Donc on est très on appuie sur les poignets, il suffit de quelques dizaines de kilomètres pour commencer à souffrir au niveau des poignets. De plus, le réservoir, comme je vous l'ai dit, est extrêmement bas et il a une forme un peu bizarre, ce qui fait qu'on ne peut pas l'utiliser non plus pour serrer les genoux contre lui. Et la selle, elle est pas confortable et assez large. Donc on est vraiment sur un proto, il n'y a absolument rien de logique sur cette moto, mais c'est pour ça qu'on l'adore. Bon, depuis que j'ai acheté cette machine, j'ai fait bien sûr quelques modifications. J'ai tout d'abord remplacé les rétroviseurs qui étaient normalement à un emplacement on va dire classique,
des rétroviseurs en plastique assez moches, et en plus ils étaient pile au même endroit que mes épaules, donc je voyais rien de ce qui se passait derrière. J'ai remplacé ça par des rétros AliExpress, des trucs pas chers, que j'ai mis en bout de guidon, et franchement bah, c'est nettement plus lisible, c'est vraiment plus adapté sur cette moto. L'inconvénient par contre, ça a tendance à élargir la moto, ce qui peut être contraignant si vous faites beaucoup de remontées de fil. J'ai également lors de l'achat demandé à ce qu'ils installent le capot de selle à l'arrière, tout simplement parce que je ne compte pas prendre de passagers sur cette machine. Et j'ai également supprimé les repose-pieds passagers ainsi que l'espèce de boucle de maintien qui est vraiment horrible. D'ailleurs, quasiment personne l'installe sur cette machine tellement c'est moche. Sur les dernières modifications apportées, on a une extension de la béquille parce que celle-ci avait tendance à s'enfoncer quand je m'arrêtais sur de la terre. Et j'ai également remplacé les deux leviers de frein et d'embrayage par des modèles estampillés Husqvarna 401, qui va nettement mieux avec cette moto. Les deux leviers d'origine étaient réglables, mais ils étaient dans une finition extrêmement cheap, alors que ceux-ci, ils sont réglables dans tous les sens, ils sont rabattables, ils m'ont coûté très peu cher et ils sont nettement plus valorisants. Bon les amis, comme d'habitude, je vais utiliser cette route afin de faire un petit 0 à 100. Donc cette moto est en configuration d'origine, il n'y a pas de modification au niveau du moteur ou de l'échappement. On a uniquement au niveau de l'électronique, bah, bien sûr, l'injection électronique ainsi que l'ABS. C'est tout, il n'y a pas de traction control, il n'y a absolument rien en aide au niveau électronique. Je vous reprécise rapidement les caractéristiques de la moto. Donc c'est un moteur monocylindre qui développe 44 chevaux et elle fait 155 kg tout plein fait dans la configuration que j'ai aujourd'hui. Et let's go! Et je freine, frein arrière, ça freine un peu, frein avant, le frein avant c'est une tuerie. Cette moto, elle est équipée avec des freins Brembo dans la division indienne de Brembo qui s'appelle Bybre, mais franchement ça freine bien comme du Brembo. À l'avant c'est un monodisque et il est performant au niveau de la sensibilité, c'est super facile à jauger, c'est impeccable. Il y a juste une très légère zone morte avant que ça freine bien, et j'avais ce problème aussi bien avec les leviers d'origine qu'avec ceux que j'ai installés. Donc là vous voyez, je suis vraiment sur la pointe des pieds des deux côtés, je braque à fond. Heureusement la moto est très légère, déjà l'angle on voit qu'il est tout petit. Je continue très lentement et normalement on va complètement sortir de la route. Ah, c'est limite hein. Franchement l'angle de braquage est pas terrible du tout. Sur une machine aussi légère on s'attendrait à bien mieux hein. Alors on va refaire le 0 à 100, j'ai essayé de me débrouiller un peu plus. Tout à l'heure je vérifiais pas trop mon contour et je me suis retrouvé facilement au rupteur qui arrive aux alentours de 10 000 tours. Il faut que je fasse un peu plus gaffe afin de maximiser mon temps. Mais normalement j'arrive à 100 en 3e, pas loin de la 4e. Allez, on est reparti. Et je freine. Ah, le frein est vraiment génial. L'accélération pour une machine d'une cylindrée si faible est vraiment sympa. Alors je connais pas du tout le temps, mais je suppose bien sûr que c'est tout à fait similaire à ce que faisait la Svartpilen 401. C'est pas forcément facile de taper un chrono sur l'accélération 0 à 100 avec cette machine parce qu'on est très souvent en train de changer de vitesse. Bah, c'est un monocylindre, donc les vitesses sont très courtes. On fait le tour de ce rond-point. La moto est vraiment très vive, elle a des pneus assez fins. On a un 110 à l'avant et un 150 à l'arrière. Et en plus sur cette moto, on a l'impression qu'ils ont vraiment envie de nous pousser à faire le con. Ce sont des pneus Metzeler et quand on regarde les pneus arrière, ils sont gradués afin de savoir à peu près jusqu'où vous penchez. Ils sont gradués de 1 à 5, moi j'arrive à pencher jusqu'à 4. Je pense que les plus fous pourront facilement descendre jusqu'à 5. Mais je trouve ça vraiment marrant d'avoir mis ce genre de pneus sur cette moto. C'est d'ailleurs une des différences avec sa sœur, la Svartpilen. La Svartpilen avait des pneus un peu à crampons, afin d'être un peu plus scrambler. Là on est vraiment sur des pneus routiers. Ce
Ce qui est toujours aussi surprenant avec cette machine, c'est elle est tellement compacte et courte que quand on roule, on a l'impression d'avoir la tête au-dessus de la roue avant. Et c'est une position qui est très rare en fait dans la production moto. Ça me fait penser un peu à la position que j'avais lorsque j'avais testé la Buell XB9 SX. C'est ce genre de moto, c'est extrêmement compact, c'est très vif. Au niveau de tout ce qui est commodo, franchement Husqvarna ils sont pas trop fait chier sur cette machine. On a des commodos tout à fait conformes à ce que vous trouveriez sur n'importe quelle autre machine, mais il n'y a pas de feu de détresse par exemple. Vous n'avez pas de bouton au niveau du guidon afin de modifier les paramètres de l'écran. Tout ça c'est directement avec les boutons autour du compteur, ce qui est plutôt gênant. Et petite particularité intéressante par contre, on a tous les logos qui sont rétro-éclairés, donc de nuit vous voyez assez facilement où se situent les commandes. Ça c'est plutôt pas mal. Le compteur, lui, est une fois de plus strictement identique aux autres Husqvarna, la 401 comme les 701. C'est un écran avec une grosse partie à cristaux liquides au centre, et tout le reste, c'est un peu inutilisé en fait. On a juste des petits emplacements pour les voyants. Bien que ce soit un truc numérique, on n'a pas toutes les infos qu'on aimerait avoir. Vous avez par exemple quelque chose qui vous indique votre consommation moyenne, mais vous n'avez pas la conso instantanée, alors qu'on vous indique pourtant le nombre de kilomètres que vous pouvez encore parcourir avec ce qu'il y a dans le réservoir. Donc logiquement, il y a tous les capteurs pour qu'on puisse avoir la conso instantanée. Mais ils ont décidé de ne pas l'afficher. Autre petit paramètre un peu gênant, vous avez 3 menus. Un menu on dira général et 2 menus pour les trips 1 et 2, et vous avez les infos pour chacun de ces trips. Mais à chaque fois que vous coupez la moto, ça vous remet en permanence sur le menu de base. C'est assez chiant. Autre défaut de ce compteur, on a toute la graduation qui est au bord de l'écran numérique, sauf que il y a uniquement l'écran à cristaux liquides qui est rétroéclairé. Donc de nuit, on a la graduation du contour, mais on ne sait pas du tout où on en est parce que la graduation, elle, n'est pas rétroéclairée. C'est vraiment aberrant qu'ils aient pas pensé à ce détail, surtout que les commandes, elles, sont rétroéclairées. Bon, par contre, niveau consommation, c'est une moto qui est assez sobre quand on roule cool. En roulant vraiment cool, vous pouvez espérer faire 300 km avec le plein, c'est-à-dire avec un petit peu moins de 10 litres. Mais en roulant normalement, tapez plutôt sur 4 litres au 100, c'est beaucoup plus réaliste. Allez, je freine un bon coup. Ah, ce frein est vraiment génial. Les suspensions font parfaitement bien leur boulot, hein. À l'avant et à l'arrière c'est du WP, comme la plupart du temps chez tout le groupe KTM. Là vous voyez sur ce Dodan, je le prends à environ 35. Je suis un peu secoué parce que c'est assez ferme. Il n'y a pas de réglage sur ces suspensions, mais franchement elles sont assez rarement désagréables. Le seul moment où c'est assez pénible, c'est quand on chape les freins très fort. Elles ont tendance à s'écraser pas mal, surtout à l'avant, sur les gros freinages. Sinon, les suspensions sont vraiment bien dimensionnées pour cette moto. Allez, on y va. Ah, faut que je me méfie, la route est un peu humide. Ce qui est génial avec cette moto, c'est qu'elle est tellement légère qu'on y va à fond sans avoir l'impression de se mettre en danger. Le frein, même en monodisque, il est largement assez balèze. On n'hésite pas à réaccélérer très fort en sortie de courbe et ça se penche tout seul. Mais c'est vrai que ce qui peut être surprenant pour pas mal de motards, c'est qu'on est très souvent en 5 ou en 6 sur cette moto. Parce que, comme je vous l'ai dit, les vitesses sont très courtes. Et donc, vu qu'en plus le moteur est quand même plutôt souple pour un monocylindre, on peut assez facilement être en 5e déjà à 50 km/h. Et ensuite, on se retrouve en 6, à peine arrivé à 70-80. Et vous gardez la 6e, bien sûr, jusqu'à la vitesse max, qui est aux alentours de 170. Et je réaccélère fort.
On se sent en sécurité vraiment sur cette machine, c'est ça qui est génial. On a tout le temps l'impression de la maîtriser, on n'est jamais dépassé par sa puissance ou par quoi que ce soit. En fait, la partie cycle est vraiment géniale pour une moto de cette gamme. Bon, actuellement, je suis toujours avec l'échappement d'origine, donc vous l'entendez à mon avis assez faiblement. J'ai conservé l'échappement d'origine tout simplement parce que en roulant cool, il fait très peu de bruit, donc ça c'est parfait, c'est assez discret. Et quand on monte un peu dans les tours, il a quand même cette bonne sonorité de monocylindre, vous devez l'entendre. Et le problème, c'est que si j'essaie de le remplacer, je sais tout de suite que le peu que je vais gagner en sonorité à bas régime va être décuplé par 10 à haut régime et ça risque d'être vraiment trop fort. Allez, un petit pif-paf. On a le shift light qui s'allume souvent et qui est quand même assez pratique sur cette machine parce qu'on doit changer vraiment de vitesse souvent. Ça aurait été vraiment un petit plus s'ils avaient proposé en option un shifter, mais c'est pas indispensable. Allez, on va faire un petit tour sur l'autoroute. Sur l'autoroute, bien sûr, je m'en prends plein la gueule parce qu'il y a absolument zéro protection. Là, vous voyez, je suis en 6ème, donc le rapport le plus haut. J'accélère à fond, je suis à 110, 120, 130, 140, 150. Donc vous voyez bien que malgré sa petite cylindrée, ce moteur il a vraiment la pêche. Même sur le dernier rapport, ça reprend très bien. Après c'est sûr qu'on roule quand même assez haut dans les tours. Vu que là en étant à 110, je suis à 6500. Le plus pénalisant, c'est quand vous êtes sur l'autoroute comme ça pendant très longtemps, c'est la position. On se fatigue très vite au niveau des poignets. Et ça c'est le gros souci de cette moto. Faire de longs trajets avec, c'est usant. Allez, on quitte l'autoroute. On arrive sur un bouchon. Bon, cette moto, comme je vous l'ai dit, elle est vendue assez cher. Maintenant, elle est à 6600 €, ce qui est vraiment cher pour cette cylindrée. Heureusement, elle a quand même quelques aspects qui viennent justifier un minimum ce prix. Déjà, tout ce qui est éclairage, que ce soit le phare avant, arrière ou les clignotants, tout ça, c'est à LED. C'est quand même un minimum à ce prix-là. Par contre, j'ai été assez déçu du phare LED. Je trouve pas qu'il éclaire si bien que ça. Pour moi, c'est à peu près au niveau d'un éclairage normal. C'est peut-être en fait un petit peu plus brillant dans la zone d'éclairage, mais au final, on éclaire ni plus loin, ni vraiment mieux qu'avec une ampoule halogène, je dirais, classique. Vous voyez un peu à quelle distance je me retrouve du guidon quand je me relève. C'est vraiment super loin, je suis allongé sur la moto. Bon, c'est dans ce genre de situation que j'aurais vraiment bien aimé avoir un petit feu de détresse, mais visiblement c'était trop compliqué d'installer ça, alors qu'en plus on peut voir clairement sur le côté qu'il y a l'emplacement pour le mettre. C'est vraiment du foutage de gueule. Il suffit de réaccélérer jusqu'au-delà de 6-7 000 tours et tout de suite on a vraiment de bonnes sensations. Ce moteur est vraiment ce qui se fait de mieux si vous êtes bridé au permis à 2. Allez, je réaccélère. Allez, on fait un gros freinage. À mon avis, si on freine vraiment trop fort, ça doit être assez facile de faire du stoppie avec celle-là. Ça peut paraître aberrant, mais là où cette moto incite le plus à faire le con, c'est en ville. Oh là là, cette maniabilité. Et le monocylindre, moi perso, je suis fan. C'est d'ailleurs pour ça que je l'ai acheté, cette moto. Après, vous l'avez compris, je pense que j'ai été assez clair. Cette moto, c'est clairement un coup de cœur. Il n'y a aucun aspect pratique ou logique dans l'achat de cette machine. D'ailleurs, si on veut faire un peu le tour des aspects soi-disant pratiques, vous pouvez enlever la selle, mais en dessous, il n'y a absolument aucun espace. Tout est, comment dire, pris par l'emplacement avec les outils ainsi que la batterie.
En bourrant au maximum, il y a peut-être moyen de caser un gilet jaune, mais vous mettrez rien de plus. C'est d'ailleurs pour ça que sur le côté de la moto, vous pouvez voir qu'au niveau de l'espèce de tige qui tient le support de plaque, j'ai installé un petit bagage parce que je pouvais vraiment rien mettre du tout sur cette moto et c'était assez pénalisant pour moi. Et c'est le seul emplacement que j'ai trouvé qui était plus ou moins adapté pour mettre quelque chose. Cette moto, comme je vous l'ai dit, elle est déjà pas donnée. 6 600 € pour un 370, c'est vraiment cher. Et toutes les options sont ultra chères. Vous voulez par exemple les rétroviseurs bout de guidon officiels, c'est 160 €. Vous voulez les leviers réglables officiels, c'est 200 €. Chaque bagage, c'est 200 €. Enfin, on a l'impression que c'est un tarif, un forfait à tout à 200 € chez Husqvarna sur ces machines. Et ça, c'est vraiment le point faible de ces motos. Elles sont trop chères. Pourquoi je l'ai acheté quand même? Parce que j'ai réussi à la trouver en promotion à 5 000 € au lieu de 6 600. Ouais, vous l'aurez compris, hein, si j'ai fait l'acquisition de cette machine, c'est tout simplement parce que je suis tombé amoureux de son design, et ça depuis qu'elle avait été présentée à l'ECMA, il y a de ça au moins maintenant 4 ou 5 ans. Et la promotion a fait que je me suis jeté dessus, parce qu'à 6 600, je l'aurais jamais acheté. Si vous adorez le comportement moteur de cette machine, mais que vous n'aimez pas le look, tout simplement allez voir chez KTM avec la 390. Je pense que ce sera quelque chose avec un look un peu plus consensuel. Et si vous préférez une machine avec une position on va dire plus droite et un look similaire à celle-ci, eh bien allez voir sa petite sœur, la Svartpilen, qui est au final aussi fun, mais avec comment dire, une position bien moins extrême. Alors un aspect esthétique aussi dont j'ai oublié de vous parler, qui est pour moi déterminant sur l'achat de cette moto, ce sont les jantes à rayons qui sont sublimes. Et d'ailleurs elles sont de la même couleur que les carters moteurs, un genre de bronze. C'est vraiment magnifique. Vu que c'est des motos assez peu connues, hein, Husqvarna a vraiment voulu qu'on sache de quelle machine il s'agit, et donc vous retrouvez les logos de la marque et le nom du modèle absolument partout. Il y en a sur le côté de la machine, il y en a bien sûr au niveau du moteur, il y en a sur la selle, enfin il y en a partout, et je trouve ça plutôt sympa. Bon les amis, si vous avez des questions concernant cette Svartpilen 401, n'hésitez pas, mettez-moi ça dans les commentaires. Logiquement, je saurai répondre à la plupart de vos questions. J'espère que ce test vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à mettre un petit pouce vers le haut. Et on se retrouve très bientôt pour un nouveau test. Bye à tous. Sur cette Svartpilen, imaginez tout simplement que vous êtes avec une moto qui a le gabarit et le poids d'une 125, mais vous avez 44 chevaux.